Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Donc, bienvenue et belle nouvelle année. Belle nouvelle année que nous venons de commencer. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir. Céline, bonsoir. Waiba, bonsoir. Bonne année, merci, bonsoir. Donc, bienvenue, nous sommes contents de nous retrouver. Amy, David, bonsoir. Donc, nous sommes ici. Nous sommes donc aujourd'hui le Marie-Laure, bonsoir. Célia, bonsoir. Le 10 janvier, il est 21 h ici à Madrid. Saouda, bonsoir. Martine, Lobna, bonsoir. Paola, meilleurs vœux à vous aussi. Robert, salutations distinguées, bonne année. Ramo, Michel, bonsoir. Meilleurs vœux. Alexandra, bonne année. Et surtout, et Nathalie, bonsoir. Mohamed, bonsoir. Hélène, bonsoir. Benani, bonsoir. Rachid, comment allez-vous? Nano, Sonia. Donc nous y sommes, psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi. Néléa, Kalei, bonsoir. Méliani, bonsoir. Jatou, Rona, Sumak, Song, bonsoir. Meilleurs vœux pour 2023. Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle rencontre. Camille, bonsoir. Comment allez-vous, Camille? Donc, rentrez tous, la porte est ouverte. Donc, nous sommes en direct. Leïla, et Smilchka, et Laura, très bonne année à vous aussi. Hakim, bonsoir. Donc, Faustia, bonsoir. Donc, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Katia, bonsoir. Louise, bonne année Louise. Moi aussi, très contente de vous retrouver. Salim, bonsoir. Serge, bonsoir. Bon, alors, psychanalyse pour tous. Estelle, bonsoir. Sonia, psychanalyse pour tous. Donc, je vous rappelle, j'ai cru que ça n'avait pas lieu, j'étais triste. Théophilie, bonsoir. Anne, bonsoir. Marie-Laure. Donc, psychanalyse pour tous, nous sommes de retour, toujours les mardis à la même heure. Donc, nous reprenons notre activité. Alouani, bonsoir. Donc, comme vous le savez, ces lives en direct de Facebook sont une initiative de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Saïa, bonsoir. Salia, bonne année. Catherine, bonsoir. Sont donc une initiative de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero, ici à Madrid. C'est un espace alternatif, nous allons dire, où nous allons parler de santé mentale, de psychanalyse et de nous. Ah oui, nous allons parler de nous, comment nous sommes impliqués dans ce qui nous arrive, dans ce que nous vivons. Rabia, bonsoir. Donc, je vous le rappelle, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Maya, bonsoir. Dimassi, bonsoir. Donc, vous savez aussi, Shaira, bonsoir. Et vous savez aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Alors, sur Telegram, ça s'appelle Nathalie, bonsoir. Ça s'appelle Psychanalyse et Poésie. Ensuite, nous avons aussi un compte sur Instagram qui s'appelle Lenis Clémence. Et puis ensuite, vous avez aussi le canal de YouTube qui s'appelle Clémence Lenis. Roya, bonsoir. Donc, et la tristesse était l'un des signes de la dépression. Céline nous met déjà dans le sujet d'aujourd'hui. Elle dit, ça suffit les présentations, passons directement à ce qui nous intéresse et au sujet du jour. Très bien Céline, très bien. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de la tristesse. Jelena, bonsoir. Dialali, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, et quand on parle de la tristesse, bien évidemment, Nathalie, Véronique, bonsoir, on va tous en parler d'une façon différente. Pilar, bonsoir. Non, nous allons tous parler de la tristesse. Nous connaissons tous ce sentiment ou cette sensation, on va dire, Nadia, et que nous allons tous en parler de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a autant de tristesse
que nous sommes comme êtres humains. Hein. Donc, et que la particularité de la tristesse, ou ce qui va nous intéresser principalement ce soir, c'est de parler de cette, Karine, bonsoir, de cette tristesse et de la temporalité de cette tristesse. Vanny, bonsoir. Donc là, la tristesse, bien évidemment, c'est un sentiment commun que nous connaissons tous, je dirais même d'une certaine façon un peu banal. Et c'est un sentiment, surtout ce qui est très important, c'est que de penser que la tristesse, c'est un sentiment qui peut être un sentiment tout à fait normal. Et qui a lieu, Samy, bonsoir, la tristesse, c'est, je dirais, presque en chacun de nous. Bon, n'exagérons pas, on peut avoir des moments de tristesse, non, parce que ce qu'on va voir, c'est que quand on parle de la temporalité de la tristesse, c'est-à-dire qu'elle peut se manifester d'une façon, chez le sujet, d'une façon temporaire. Non, Jean-Loup, bonsoir. Non, c'est-à-dire que la tristesse, bon, ça va, ça vient. Non, il y a des jours où on n'a pas le moral, il y a des jours où on a le cafard, mais ce n'est pas exactement quelque chose qui va obligatoirement se maintenir dans le temps. Et une autre chose, c'est la tristesse qui est en relation, on va dire, avec un fait réel. Un fait réel, un fait de la réalité. Nous venons de perdre un être cher, on va dire, par exemple. Ou simplement, nous venons de perdre un idéal. Un idéal. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très commun, très courant, on va dire, parce que quand on parle d'un idéal, en fait, idéal, ça vient de idée. Hein. Donc, quand on perd une idée, on va dire, on perd une idée et qu'on va devoir abandonner une idée parce qu'on voit que la réalité nous montre que l'idée que nous avions sur certaines choses, on s'était trompé. Et donc il va falloir changer d'idée. Donc c'est des choses où il peut apporter, où on peut passer par une certaine tristesse. Non, ou on peut aussi avoir une grande tristesse quand on perd une grande quantité d'argent, ou même peut-être une petite quantité d'argent selon les gens. Donc, mais dans tous les cas, la tristesse, non, que ce soit quelque chose de psychique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est triste, ou qu'on le sache, dans tous les cas, c'est un sentiment normal. Ce n'est pas un sentiment pathologique. Normal, ça veut dire que ce n'est pas pathologique. Donc c'est pour ça que utiliser, et si on ne connaît pas la tristesse, Alexandra, vous ne connaissez pas la tristesse? Donc c'est pour ça que face à la retraite à 65 ans, c'est triste. Que vous voulez continuer à travailler, hein, Louise, vous voulez continuer à travailler. Annie, bonsoir, bien le bonsoir Annie. Donc quand on pense, et il y en a certains qui le font, c'est-à-dire d'aller chercher des médicaments pour remédier la tristesse, c'est quelque chose qui ne convient pas tout à fait, c'est-à-dire d'essayer de rendre pathologique quelque chose qui est un sentiment normal, obligatoirement ça peut provoquer certains dégâts. Surtout que, comme Freud nous le disait, non, que vous devez connaître aussi cette phrase de Freud qui dit que la science moderne n'a pas encore produit un médicament tranquillisant aussi efficace que quelques mots bienveillants. Donc bien évidemment en transfert, c'est-à-dire que la possibilité de pouvoir parler, c'est quelque chose qui va nous aider avec la tristesse. Parce que la tristesse est en général en relation donc, avec quelque chose qui est perdu. Alors, comme on parlait, donc, ça peut être un élément de la réalité, quelque chose qu'on perd de la réalité, ou quelque chose de psychique, où on ne sait pas exactement ce qui nous arrive. Grande tristesse de deuil des personnes vivantes. Peut-on dire tristesse chronique? Tout à fait, merci pour Freud. Donc, peut-on dire tristesse chronique? Donc, la tristesse chronique, là, ça devient de la mélancolie. Donc, ça devient de la mélancolie, donc ça, c'est quelque chose qui est plus sérieux. Donc, la tendance, bien évidemment, des laboratoires pharmaceutiques, c'est de rendre pathologique un sentiment normal pour vendre des médicaments. Donc, face à cette situation, apparaît la psychanalyse, non, qui est donc un instrument pour faire face non seulement à la tristesse, sinon pour faire face à la dépression, à la mélancolie, on va dire au chagrin, à la nostalgie, au découragement. Qu'il est important de pouvoir, à ce moment-là, face
à ces sentiments de pouvoir parler, hein, de pouvoir commencer à parler ou de pouvoir continuer à parler, c'est-à-dire continuer sa psychanalyse. Puisque l'être humain, en fait, il a cette particularité d'être très sensible. L'être humain est très sensible et que, d'une certaine façon, nous sommes tous toujours au bord d'un abîme. Au bord d'un abîme, et que face à n'importe quel petit changement, face à n'importe quelle petite perte, donc il n'est pas obligatoirement quelque chose de grand ou quelque chose où on va penser qui est significatif pour nous, parce qu'on ne sait pas exactement, on ne le sait qu'après, qu'est-ce qui est réellement important dans notre vie, qu'est-ce qui est réellement, et on va le voir justement, par exemple, des fois, on peut tomber en tristesse pour un désaccord avec notre volonté et la réalité. Mon enfance, mon pays natal, ma vie d'avance, cela me rend triste. Donc c'est ce qu'on a perdu, effectivement, Louise, c'est ce qu'on a perdu. Donc face à certaines choses que l'on a perdues, il faut voir Annick, bonsoir, non, pouvoir face à ce qu'on a perdu. Donc pouvoir en parler, ça va être une chose très importante. Pourquoi? Parce que face à toutes ces petites choses, donc comme je disais que nous sommes, des fois on ne sait pas pourquoi on est triste, exactement. Est-ce que la tristesse est considérée comme signe d'appel d'une dépression masquée? Donc on va dire à Kim, par exemple, si la tristesse s'installe, la décadence de notre société me déprime. D'accord? Mais Marilyn, une chose c'est la société, une autre chose c'est vous. Pouvoir se séparer et dire que non, nous vivons tous dans des mondes différents. Nous vivons dans cette société, mais chacun fabrique son monde, son entourage, ses activités, pour justement ne pas être pris par ce mouvement social qu'évidemment la télévision nous montre comme quelque chose de catastrophique, pratiquement. Donc pour ne pas se laisser prendre par cette situation sociale, il faut créer, produire sa propre vie avec ses projets, avec un entourage favorable. Les temps sont durs tout de même. Les temps sont durs tout de même, mais c'est les temps, Vanille. Donc je disais que face à ces petites choses de notre vie, non, parce que quand on ne sait pas pourquoi on est triste, c'est parce qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on a perdu. Parce que des fois, on va s'en rendre compte de ce qu'on a perdu, donc on analyse, par exemple, parce qu'il peut y avoir une tristesse, parce qu'on a perdu, ce n'est pas seulement notre enfance, comme dit Louis, ou notre pays natal, sinon qu'on a perdu celle qu'on était hier, celle de l'année dernière. Je ne suis plus celle de l'année dernière. Non ? La mélancolie, je crois que c'est plus que ça, je ne connais pas de mot exact pour les deuils de personnes vivantes. Donc la dépression dure plus longtemps qu'une tristesse ordinaire, exactement. Donc c'est autre chose. On va dire que la dépression, c'est autre chose que la tristesse. Donc c'est une tristesse qui se maintient dans le temps. C'est pour ça que quand on parle de tristesse, il est très important de prendre en compte la temporalité. Et donc il y a, face à chaque perte de notre vie, il y a un petit deuil à faire. Un petit deuil à faire sur chaque chose, c'est-à-dire que, comme je disais, je ne suis plus celle que j'ai été. Non ? Linda, bonsoir. Nadia, bonsoir. Donc, et que la tristesse peut s'installer pour des petites choses, comme, je dis des petites choses, mais des fois, c'est quelque chose qui est très significatif pour le sujet. Quelles sont les 5 phases de la dépression ? Donc, il n'y a pas de phase établie, non? Parce que pour chaque sujet, la dépression va se dérouler, se former, se raconter, en parler d'une façon différente. Donc, il n'y a pas exactement de phase de la dépression, parce que sinon, c'est nous penser comme si nous étions tous pareils et que nous passions d'une phase à une autre comme si nous étions des machines, non? La tristesse fait partie de nous, exactement. C'est-à-dire que c'est un sentiment que, quand on dit sentiment aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de le sentir. Que des fois, il y a la tristesse qui va avoir des effets dans notre vie sans qu'on ait besoin de la sentir. Donc il y a la tristesse que nous allons sentir et il y a la tristesse qui va se manifester d'une autre manière. C'est pour ça que la tristesse est très associée au deuil. Au deuil, parce que en fait on a des deuils à faire dans notre vie d'une façon constante.
d'une façon constante. Chaque fois qu'on change sentiment et émotion, quelle est la différence? Ça c'est une bonne question. Donc, je veux dire, c'est une bonne question parce que je ne pourrais pas y répondre comme ça. Un sentiment, on va dire que sentiment, sentir, mentir, non? Donc, et une émotion, c'est autre chose, non? Puis après, ça va dépendre du sujet, comment chaque sujet va parler de ces manifestations, hein, qui ont lieu dans le sujet, non? Parce que le plus important, ce n'est pas de sentir, sinon de voir comment on va en parler, comment on va en parler. Donc, je disais qu'associé à la tristesse et associé à notre vie quotidienne, ben, il y a la présence du deuil. Noureddine, bonsoir. Il y a la présence du deuil, hein, du deuil qui est toujours présent dans les situations, on va dire, dans les situations de changement. Dans les situations de changement, en fait, on est passé en 2023, c'est un changement. Hein, c'est un changement. Il y a des gens qui sont arrivés en 2023 et qui pensaient qu'ils n'allaient jamais vivre cette année. Ils pensaient qu'ils allaient mourir avant, par exemple. Donc c'est une nouveauté. Et donc, dans ce deuil que nous allons vivre pour toutes ces situations de changement par lesquelles nous passons tout au long de notre vie, et qui n'atteint pas donc cette caractéristique de la maladie, donc, puisque justement la tristesse, quand on l'utilise, quand elle est bien menée, on va dire la tristesse, quand elle est bien menée, on va dire dans une analyse, et bien en fait c'est quelque chose qui va permettre, même dans la joie des moments tristes de ma vie, me viennent à la tête. Donc on va voir pourquoi, Sonia, on va voir pourquoi, non? Donc, quand la tristesse, cette émotion, ce sentiment de tristesse peut être amené à bien, il peut s'ouvrir, et ça c'est très intéressant, il peut s'ouvrir la liberté de penser. C'est-à-dire que la tristesse, on doit la penser comme un élément qui peut être tout à fait positif. On peut voir aussi, et je crois que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, que quand on parle de l'angoisse, de la tristesse, de la douleur, ce sont des condiments, des éléments qui sont tout à fait normaux dans une vie, on va dire, dans une vie intéressante, parce que ne pas passer par ces différentes choses de notre vie rendrait notre vie un petit peu fade. Hein, c'est-à-dire que ça fait, mais ce sont des choses qui ne doivent que passer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui doit s'installer. Le changement est une introspection d'un renouvellement de tristesse d'un présent d'éléments positifs, la dépression et le deuil. Donc bien différent, Youssef, non? Je pense que ce qui n'est pas éthique devient tristesse et continuité devient mélancolie. Donc, on disait que l'angoisse, la tristesse, la douleur, non, sont des éléments qui font partie de toutes les vies. Et d'un autre côté, quand il y a un joueur de foot français qui a le même nom que toi. Ah. Et c'est cela, c'est un état transitoire, d'accord, c'est un état passager, exactement, qui ne fait que passer, qui ne fait que nous traverser, on va dire, qui fait que nous traverser. Et que ces éléments, autant la tristesse, que l'angoisse, que la douleur, quand ce sont des éléments qui s'installent dans notre vie, ça c'est quelque chose qui est... Donc là, on doit s'en occuper plus précisément, c'est-à-dire qu'elles peuvent mener donc à la maladie et même parfois à la mort. Et que, on va dire, parce que la particularité de cette tristesse ou de cette tristesse dont on parle, cette tristesse qu'on considère comme quelque chose de normal dans notre vie, c'est des fois, on va voir que la tristesse, elle est tellement généralisée que parfois elle ne se sent même pas. Elle passe dans notre vie sans que nous nous en rendions compte. Et c'est un sentiment qui peut correspondre à ce que un écrivain dirait, par exemple, un écrivain dirait « toute rencontre avec la vérité est une rencontre avec la mort ». Alors vous voyez qu'il y a toujours, non? Et la vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est aussi quelque chose, on va dire, Simona, bonsoir, bonne année. La vérité, c'est aussi quelque chose qui va, c'est un élément qui va surgir dans notre vie, qui vient comme une lumière nous éclairer et puis après disparaître, puisqu'il n'y a pas de vérité qui dure toujours. Et donc, mais c'est quelque chose qui vient nous marquer, non? Et que c'est un élément qui vient nous parler de notre vérité, hein, de notre vérité.
Donc, et c'est pour ça qu'il peut être associé donc à la tristesse, non? Et que la tristesse, par exemple, c'est aussi un élément qui peut surgir justement quand le sujet est en analyse aussi, dans le sens où face à une interprétation qui l'amène à connaître une situation de sa propre vérité, la propre vérité du sujet, qui dans un sens, ben, la propre vérité ou la véritable vérité, l'élément de vérité, on va dire, qui peut nous arriver, ben, c'est que, bien évidemment, que notre existence matérielle, non, est finie. Non, on va pas dire finie, elle a une fin, non? Donc, ravi de vous retrouver aussi. Sabine, bonsoir. Non, c'est-à-dire que c'est la vérité qui nous concerne tous. Et c'est cette vérité, on va dire que quand il y a une rencontre du sujet avec cette vérité, avec cette situation, tout d'un coup ça prend, non, les Français ils vont dire par exemple ça prend corps en nous, c'est-à-dire que nous savons tous que théoriquement nous savons tous que nous allons mourir, mais il y a un savoir, une appréhension de cette vérité qui tout d'un coup peut s'installer en nous, donc pareil de façon passagère. Sylvie, bonsoir, qui va donc nous amener à un sentiment de tristesse, non? Mais c'est aussi ce même sentiment, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ce même sentiment qui pourrait, donc comme je le dis, ou rentrer dans le chemin de la tristesse, du deuil, de la mélancolie, et nous enfermer dans une maladie, ou nous immobiliser dans une maladie, peut aussi ce même sentiment nous amener justement de l'autre côté à un processus de création, que la tristesse, très souvent, c'est un élément qui fait partie du processus de création, tout comme l'angoisse. Ce sont des éléments qui font partie de de ce processus, du processus créatif. Tristesse ou angoisse. Donc ce sont deux choses bien différentes, non? Ce sont deux choses bien différentes, mais que toutes les deux nous appartiennent et que toutes les deux font partie de notre vie. Et donc, comme je disais, il y a un moment dans la vie de tous les sujets, pratiquement, ou dans beaucoup d'entre nous, où je pense que l'émotion se traduit à un moment corporel et qui ne dure pas trop longtemps, contrairement au sentiment. Le sentiment atteint plus longtemps nos pensées. Ça me fait penser au poète Charles Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Donc, par exemple, pour ne pas subir, comment il dit, le fardeau du temps, qui pèse sur nous, donc c'est-à-dire cette vie qui va se terminer. Donc, il faut, pour pouvoir supporter, nous dit Baudelaire, cette situation, ben, il faut trouver des éléments pour pouvoir faire face à ça. Les plus grands artistes sont secoués par la tristesse, la mélancolie. La tristesse, pas la mélancolie. La mélancolie, c'est une maladie. Non, la mélancolie, c'est une maladie. Donc, quand on fait référence à cette... non, le temps n'est pas assassin. Non, le temps n'est pas un assassin. Le temps, c'est cette période de vie où nous avons la possibilité de vivre. D'accord? C'est cette période de vie. Le temps, on va dire que le temps dépend toujours de ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, en psychanalyse, vous savez, Louis, ce qu'on dit en psychanalyse, c'est que le temps, c'est quelque chose pour l'être humain qui peut se produire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de fini, que la psychanalyse, elle nous montre que justement, la temporalité du sujet, c'est quelque chose de tout à fait particulier quand c'est lu à partir de la psychanalyse. Par exemple, quand on va faire référence à un rêve, de quel temps on parle dans un rêve? Quand on va raconter son rêve, à quel temps de notre vie il fait référence? Quels sont les éléments pour y faire face? Baudelaire, il dit par exemple, il dit que la poésie, le vin ou la vertu, il propose comme élément pour remettre. Mais on va voir que, en fait, lui, il fait référence comme si nous n'avions pas la possibilité d'accepter notre mortalité. Parce qu'en fait, la tristesse, si on regarde, la tristesse, c'est la tristesse d'être vivant. C'est une tristesse parce qu'on dit on est vivant. On est vivant et qu'on pourrait ne pas l'être.
comment sortir de la psychanalyse selon, comment sortir de la psychanalyse, hein, comment sortir de la tristesse selon la psychanalyse. Et en se psychanalysant. Quelle différence il y a entre tristesse et mélancolie? La mélancolie, c'est une tristesse qui s'installe dans la vie du sujet, qui s'installe dans la vie du sujet. Donc ce véritable sentiment de tristesse, normalement, c'est un instant. Un instant, c'est quelque chose qui est que non seulement c'est un instant, quand on fait référence à cette tristesse justement qui est en relation avec notre vie matérielle qui va se terminer, c'est un instant et c'est quelque chose qui va produire une transformation dans le sujet. Si le sujet arrive à la tolérer comme quelque chose de passager et comme quelque chose de normal. Non? Donc, mais par contre, si le sujet a des difficultés pour tolérer ce sentiment, on va dire, et que ce sentiment se prolonge, il peut se transformer, bien évidemment, il peut se transformer en folie, en deuil ou en mélancolie. Non? Donc, donc, il y a une chose qui est très importante. Je vous ramène un vers du poète Miguel Oscar Menaza, le directeur de l'école de poésie psychanalyse Grupo Celo, qui dit, dans un de ses poèmes, il dit « Cher mort, malgré toi, malgré moi, la vie continue. La vie continue. » Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que pour pouvoir tolérer la tristesse, c'est que la vie continue. La vie continue. Parce que si je me laisse prendre justement par les affects qui me rendent triste, non, la tristesse peut se transformer en mélancolie. Et en fait, face à un deuil que je dois réaliser, donc ça peut être un deuil pour, comme je disais, une perte dans la réalité, ou simplement une perte d'une idée, une perte d'une chose tout à fait subtile du sujet. La tristesse peut être ressentie en même temps qu'une grande joie. Tout à fait, Lisa, tout à fait. Non, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est en relation avec cette vérité de l'être humain, avec cette vérité. Non? Et donc c'est pour ça qu'on va dire aussi que la tristesse, face à cette vérité, ça peut propulser le sujet justement à passer et à se lancer dans l'action sociale, à se lancer dans l'activité et la création. S'évader, se distinguer tout en restant conscient de l'équilibre des trois instances, le moi, le soi, le ça. Loïs dit qu'il fait du deuil de son père une force. Donc, par exemple. Donc, ce que je dis, c'est que quand on se laisse prendre par ces affects de la tristesse, et qu'on transforme donc la tristesse en mélancolie, donc elle va s'installer, et d'une certaine façon, elle va immobiliser le sujet. C'est là où on a des difficultés donc face à la disparition d'un proche, par exemple, où on va arrêter sa vie, on va dire non, je préfère rester seul, toutes ces choses-là, parce que ce sont des choses, des contre-indications face à la situation, parce que le plus important, c'est que la vie continue. Et si je m'arrête en même temps que je m'arrête en même temps, face à cette perte, je m'arrête, je vais perdre, on va passer un certain temps avant que je puisse récupérer mon énergie. Donc le plus important, c'est toujours que la vie continue toujours. C'est pour ça qu'il convient de ne pas se laisser guider par ces affects de tristesse, et qu'il convient de continuer à vivre et de continuer avec ses obligations, ses relations sociales, etc. Donc, on va voir que la tristesse, quand on parle aussi de tristesse, il y a une tristesse qui est considérée aussi comme une insatisfaction diffuse et qui peut envahir toute la conscience du sujet. C'est une émotion qui peut être considérée comme calme et durable et qui a de multiples aspects. On va dire que le vocabulaire de la langue, on parle de peine, de chagrin, d'abattement, de déception, d'affliction, de nostalgie, et que tout ça qui est pour certaines personnes, donc qui vont s'y arrêter un petit peu trop, va être considéré comme un élément difficile à supporter.
Donc, puisqu'en fait, on va laisser notre tristesse toucher notre énergie. Et que face à la déception, donc la déception, c'est aussi la perte d'une idée. Parce que si je suis déçue, non, par une situation, par un comportement, c'est parce que j'attendais autre chose. Donc la réalité vient me montrer que je m'étais trompée. Ce que j'attendais de l'autre, ce que j'attendais de la vie, ce que j'attendais de moi-même, ben ça ne s'est pas réalisé. Donc il faut que je change mes idées, c'est-à-dire que je renonce à ces idées que j'avais et que je fasse un processus de deuil. Donc c'est un mécanisme, le deuil c'est un mécanisme psychique que l'être humain, ben, il doit s'habituer à réaliser de façon constante parce qu'en fait, on va dire qu'on passe régulièrement par des situations de deuil. Non, donc, qu'a dit bonsoir. Et donc, quand on parle du deuil, en général, on va faire référence à une perte réelle. Non, quand on parle du deuil, on va faire référence à une perte réelle, à un être aimé, ou donc comme on disait, mais toujours dans la réalité ou un idéal. Non, et que la mélancolie, elle est plus en relation, la tristesse est forcément liée à nos attentes. Donc, forcément, non, elle peut être liée à nos attentes. Le film n'est pas forcément. Et la mélancolie, donc, est en relation avec une perte, mais une perte inconsciente. Et c'est-à-dire qu'on peut tomber en mélancolie, on va dire tomber en mélancolie après le décès d'une personne, mais Freud va nous dire que c'est parce qu'on a perdu cette personne, mais on ne sait pas ce qu'on a perdu avec cette personne, ce que réellement cette personne représentait pour nous. Donc il y a face à cette perte, on ne sait pas exactement ce qu'on a perdu. On sait qu'il y a quelque chose qui n'est plus là, mais non, que c'est quelque chose, un élément, on va dire, dont l'importance nous échappe. Dont l'importance nous échappe. Et, euh, et en fait, ce sentiment de tristesse, donc pour revenir à cette idée centrale du sujet d'aujourd'hui, c'est que cette tristesse, elle vient nous dire que, en fait, c'est cette tristesse face à cette phrase qui, quand elle prend forme en nous, non, donc pas tout le temps, bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de le prendre tout le temps en compte, mais qui de temps en temps se présente comme une vérité, c'est que je suis mortel, je suis mortel. Hein. On perd de l'énergie chaque jour avec la tristesse. Exactement, on va perdre de l'énergie, mais on va perdre de l'énergie si on s'y arrête. Si on s'arrête sur cette tristesse et qu'on commence à la regarder, à la considérer, à dire pourquoi, comment, tout ça, donc là on va perdre effectivement, on va perdre pas mal d'énergie. C'est pour ça que la psychanalyse c'est un instrument très intéressant parce que dans ces cas-là, simplement on va aller en parler lors de sa séance de psychanalyse, non, puisque c'est quelque chose qui est plus intéressant. Premièrement parce qu'on va mettre des mots dessus, on va mettre des mots, on va écouter notre propre voix mettre des mots là-dessus. Non, et c'est-à-dire qu'on va y mettre une certaine énergie qui va nous permettre de passer à autre chose. La tristesse est en relation avec la perte réelle. Non, l'angoisse n'est pas en relation avec une perte. Non, l'angoisse, c'est un signal d'alarme pour le sujet, l'angoisse. C'est un bonsoir. Et cette tristesse vient-elle parfois de nos aïeux? Dans quel sens, Isa? Dans quel sens? La considérer, c'est ne pas la nier. C'est pas l'affronter non plus, c'est la laisser passer. La laisser passer. Si nos sentiments, normalement, ils ne devraient pas s'installer en nous. Les sentiments, les émotions ne devraient que passer. C'est le propre des affects, c'est qu'ils ne devraient que nous traverser. Quand ils s'installent, c'est qu'il y a quelque chose là qui se passe pour le sujet, mais sinon, on ne devrait pas, puisqu'en fait, on est en constante transformation. Les êtres humains, nous ne sommes pas les mêmes qu'hier, nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a une heure, donc obligatoirement, nos affects devraient aussi avoir cette possibilité de se transformer, de passer à autre chose. Hein. Bon, ça c'est un idéal, bien évidemment, hein, que les êtres humains, nous avons tendance à nous arrêter sur certains affects. Et en plus, quand on parle d'affect, il y a aussi, donc, on parlait de la joie, qu'on parlait
hein, de certains sentiments qui sont tout à fait agréables. Et d'en parler de sa tristesse aussi, c'est important. Mais là où il faut, pas avec n'importe qui, pas là. On perd le goût de vivre. On perd le goût de vivre. Mais là, c'est autre chose, non? Perdre le goût de vivre, ce n'est pas obligatoirement avec la relation avec la tristesse. Quand une mère n'a pas fait son deuil, peut-elle le transmettre? Peut-elle le transmettre? Alors, c'est pas qu'elle peut le transmettre, c'est si la fille va s'approprier de quelque chose de la mère. Non? C'est pas que c'est nous qui prenons les choses des autres. C'est pas que les autres sont généreux et nous donnent leurs problèmes. C'est nous qui allons nous identifier avec des éléments des autres. Et donc après, ça c'est différent, non? Il n'y a personne qui va donner ses malaises, sinon que c'est nous qui allons nous regarder certaines choses de l'autre. Alors pour différentes raisons, on peut effectivement s'identifier avec des particularités des gens qui nous entourent, hein, des gens qui nous entourent, pas seulement de nos parents. Hein. Donc, et donc pour revenir à cet élément, donc je dis central, qui est important, hein, c'est-à-dire qu'il y a dans le DSM-6, il existe, alors je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de lire, Hakim, j'ai vu votre phrase qui passait, mais bon, le DSM-6, c'est pour nous cataloguer un petit peu la tristesse, peut-elle nous empêcher d'avancer dans la vie, de mettre nos projets de côté par peur ou par tristesse d'actions passées. Donc on va dire ça, c'est quand on va s'arrêter sur la tristesse, non? Parce qu'effectivement, s'empêcher d'avancer parce qu'on est triste, non? Désolé pour le retard, désolé pour le retard. Sylvie, l'absence de l'autre nous échappe. Le deuil nous permet de comprendre le mystère éphémère de la vie et de toute sa beauté. Donc, mais le deuil, c'est-à-dire, Serge dit, le problème, c'est quand elle est envahissante. Exactement. Le problème, c'est quand elle est envahissante, qu'elle prend trop de place, non? Qu'on la laisse pas partir, aussi, Serge, non? Il faut la laisser partir. Il faut pas s'y arrêter, non? Parce que le deuil, en fait, c'est le travail psychique que nous allons faire pour pouvoir transformer la situation. C'est pour ça qu'on dit que la tristesse, quand elle ne fait que passer, en fait, elle nous transforme. Parce qu'il y a un deuil qui a eu lieu. Et quand le deuil a eu lieu, ça veut dire qu'on a remplacé, non, une idée par une autre idée. On a remplacé, oui, une idée par une autre idée. Ce qu'on pensait qu'on allait faire, et puis tout d'un coup, c'est plus possible de le faire. Ben, il faut faire le travail d'un deuil pour, et du coup, on va mettre son énergie dans autre chose. Hein, vous voyez, le deuil, ce n'est pas obligatoirement en relation directe avec la perte d'un être aimé. Sinon que c'est en relation avec tout ce qu'on perd. Et dans la vie, on perd plein de choses. D'ailleurs, il est nécessaire de perdre. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, très souvent, il est nécessaire d'abandonner certaines idées pour pouvoir s'approprier de nouvelles idées. Donc, il est bien nécessaire de perdre. Et ça fait partie de notre vie, d'apprendre à perdre. Et apprendre à perdre, c'est pouvoir remplacer. Hein, parce qu'on avait vu qu'être en combat continu et quotidien avec la tristesse. Oui, 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 ça c'est une situation qui est triste. En combat avec la tristesse. Donc, déjà, il faut l'avoir comme adversaire. Donc, si vous l'avez installé en stade d'adversaire, c'est déjà qu'il se passe quelque chose de bizarre, non? Parce que la tristesse, c'est pas un adversaire, non? C'est quelque chose... Non, c'est quelque chose qui n'a pas à s'installer, ça n'a pas à s'installer comme un adversaire. Non. Et donc, perte sans objet, perte sans objet. Il y a toujours un objet, non? Apprendre ou accepter. Ah, ça c'est très intéressant, Pilar. Donc ça veut dire que apprendre et accepter ne seraient pas plutôt des synonymes. La tristesse ne nous empêche pas à avancer, mais on avance avec un cœur brisé. Et donc on va dire bonsoir Sarah. Donc on va dire Boussa, bonsoir. Donc la tristesse avec un cœur brisé, c'est qu'on on n'est pas encore fait son deuil. Donc ça, un cœur brisé, ça ressemble plus à de la mélancolie qu'à de la tristesse. Non? Et c'est pour ça. Et donc il y a toute une partie de mon énergie que je ne peux pas utiliser, qui est dans cette mélancolie. Qu'a dit bonsoir. À quelle période de vie l'être humain peut-il éprouver le sentiment de la tristesse? Merci. Ce que je suis en train d'expliquer, Fatima. Non, c'est-à-dire que c'est à la période, c'est le sentiment de tristesse est en relation des fois parce qu'on se sent vivant. Se sentir vivant, non, cette sensation de sentir que nous sommes en vie, que nous sommes là, que nous parlons, que nous écoutons,
tout à fait. Le vide est difficile à supporter si rien ne se transforme ou rien n'est investi. La tristesse renvoie à la privation. Donc ça, c'est la tristesse de Nadia. Non, c'est la tristesse de Nadia qu'elle est triste parce qu'il y a une privation. Est-ce que la tristesse n'a aucune utilité? Si, ce qu'on disait, la scène, c'est que la tristesse, justement, c'est un élément qui vient nous dire que nous sommes vivants, c'est-à-dire que nous ne faisons pas partie de ceux qui sont morts, que nous sommes vivants, mais que nous allons mourir, effectivement, que nous allons mourir. Donc après, à partir de là, il y a une décision à prendre. Donc, ou je rentre dans le social, ou je rentre et je m'installe dans une mélancolie, dans une tristesse, on va dire dans une tristesse continue. Non, Sylvie dit un processus créatif de soi-même. Mais en fait, nous, l'être humain va se construire grâce à ce qu'il va faire. C'est quoi la différence entre la tristesse et l'anxiété? L'anxiété, c'est avoir des difficultés à supporter l'incertitude. La tristesse, c'est autre chose. On va dire que l'anxiété, on va dire que c'est une manifestation, on va dire, de comment nous sommes en relation avec la vie. Et que la tristesse, c'est une manifestation que nous sommes vivants. Quand c'est une tristesse passagère, non? Quand c'est une tristesse passagère, que nous sommes vivants, non? On va dire que c'est bien différent, non? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la tristesse de l'anxiété. La tristesse nous permet-elle de nous aimer? C'est pas dans le cas de Laura, je sais pas, aider les autres, combattre la tristesse. Et par exemple, Loïs, il dit que aider les autres, non, ça peut être un élément qui va... Mais c'est pas combattre la tristesse, non? Parce que, Nadia, bonsoir, la tristesse, c'est pas un élément à combattre, sinon que c'est pas s'occuper d'elle. La tristesse, c'est renoncement. Et la mélancolie, c'est l'impossibilité de renoncer. D'une certaine façon, Théophile, d'une certaine façon, effectivement, c'est la mélancolie, c'est l'impossibilité de renoncer à quelque chose qui est impossible. Notre immortalité est impossible. Donc il faut effectivement renoncer à cette immortalité et accepter qu'on perd, que le mélancolique, en fait, il n'accepte pas qu'il a perdu. Il n'accepte pas avoir perdu. Donc il y a un élément en lui, et comme il n'accepte pas d'avoir perdu, il s'est approprié cet élément qu'il a perdu. Il se l'est approprié pour le garder. Mais ce qu'il a gardé, c'est pas l'autre. Ce qu'il a gardé, c'est ce qu'il a perdu. Donc il a comme une perte en lui qui s'est installée. Donc c'est pour ça que obligatoirement il y a un travail à réaliser pour réorganiser, on va dire, l'énergie. Il n'y a que la parole qui aide. Il n'y a que la parole qui aide, que la parole dans une situation bien particulière va aider, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont aider. Surtout face à la tristesse, que la tristesse est un élément normal. Donc il y a des gens qui sont habitués, on va dire, ou qui acceptent de vivre certaines fois, passer par cette tristesse sans que ce soit quelque chose qui nous effondre. On n'a pas besoin de s'effondrer face à la tristesse, sinon que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui peut... et on peut écrire aussi, on peut écrire face à cette tristesse, essayons d'écrire pour décrire notre propre tristesse, qui est quelque chose de tout à fait particulier, de personnel. Parlons de notre tristesse, mais de notre tristesse passagère, par exemple. Donc, puisque cette tristesse est en relation avec le fait d'être vivant, le fait d'être vivant. Donc, on ne peut se sentir vivant que si l'on sait que ça ne va pas durer toujours. C'est ça qui va marquer, non? La nostalgie est-elle une expression poétique de la tristesse et du chagrin? La nostalgie, c'est quelque chose qui est en relation avec la perte, mais la perte avec le passé, non? La nostalgie, c'est ne pas assumer que, d'une certaine façon, que le passé, il est passé. Donc, apparemment, c'est quelque chose, la nostalgie, où quand le passé, on va dire, quand le passé envahit le présent, c'est comme la présence de la mort, non, qui est dans notre vie, non, cette nostalgie. La tristesse, c'est perdre la finale de la Coupe du Monde. D'accord, mais c'est se préparer pour la prochaine. La tristesse peut changer la vie d'un homme complètement, et la façon de... C'est plutôt la compréhension de l'autre qui aide le plus à s'en sortir.
Mais je ne sais pas, parce que qu'est-ce que ça veut dire la compréhension de l'autre? La tristesse, on ne peut pas la combattre ni la guérir, hein, parce qu'elle a relation directe avec le cœur. Comme ça, c'est Nano qui nous dit ça. Donc, mais la compréhension de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je te comprends? Ah oui, je te comprends, moi il m'est arrivé la même chose. C'est ça la compréhension? Ou qu'est-ce que ça veut dire la compréhension? Parce que la compréhension de l'autre, ça veut dire l'acceptation que l'autre il lui arrive ce qui lui arrive. Hein. Et la tristesse peut être refoulée, effectivement, Noréline. La tristesse peut être refoulée, bien évidemment. C'est quelque chose qui ne convient pas. Hein. Donc, ce sont dans tous les cas, mais le refoulement, la répression, ce sont des mécanismes qui sont inconscients. Donc le sujet, il ne le fait pas parce qu'il le veut. Non, il ne réprime pas en disant tiens, ça, je vais le réprimer. Non, nous n'avons pas, l'être humain, il n'a pas cette capacité-là. Il n'a pas cette possibilité, c'est une impossibilité. L'être humain, il réprime, il refoule sans s'en rendre compte. Non. Donc, c'est-à-dire que ne pas se sentir vivant, et cela la mélancolie. Non, non, ne retournez pas tout. Une chose, c'est quand on prononce une phrase dans un ordre, le mettre dans l'autre ordre, ça ne veut pas dire l'inverse. Non, ne pas se sentir vivant, ben, c'est ne pas se considérer mortel. Ça, principalement. D'accord? Si je ne me sens pas vivant, c'est-à-dire que je ne me considère pas mortel, que je pense que ça va durer toujours. Et qu'en plus je suis triste parce que ce que je sens, ben, je pense que ça va s'éterniser, voilà, éternel. Donc il y a des êtres tristes et d'autres joyeux. Donc on va dire qu'il y a des êtres effectivement qui ont une tendance à être pessimistes. Il y a des êtres qui ont une tendance à être pessimistes, c'est-à-dire à faire une lecture de la réalité, quelle qu'elle soit, la lecture de l'interprétation de la vie d'un ami qui nous en parle, l'interprétation de la situation sociale, l'interprétation de la lecture d'un livre. Est-ce que l'autre qui est à l'origine de notre tristesse, ou bien l'idée qu'on s'en fait, l'énergie qui est émise sur l'autre? Mais c'est pas l'autre qui est à l'origine de notre tristesse, c'est notre manière de penser l'autre. C'est les idées que nous avons mises dans l'autre, non, qui peuvent provoquer en nous une tristesse. Parce que je pensais que telle personne, c'était mon ami. Et là, je vois qu'il me fait défaut. Ou je vois qu'il m'a trahi. Ou je vois qu'il n'est pas là quand j'en avais besoin. Donc, j'ai une tristesse. Je dois changer, on va dire, changer mon idée. Alors, ou je change, et je dis non, ça c'est pas un ami, donc j'élimine. Ou, parce que je suis très exigeant avec mes amis, ou je change mon idée de l'amitié. L'amitié, ce n'est pas obligatoirement avoir quelqu'un qui dit tu es là parce que je suis mal, alors tu es un ami, tu dois être là. Non, que je veux dire que nous devons voir un petit peu, et ça c'est très difficile pour l'être humain à réajuster ses propres idées. Parce que très souvent, nous avons des idées qui ne nous conviennent pas. Nous avons des idées qui nous font du mal, qui nous obligent à faire des choses qui ne nous conviennent pas. Non. Donc Nao nous dit, je suis triste parce que j'ai perdu mon père à qui j'ai envie de parler. Donc par exemple, ça c'est une situation qui est très intéressante. Parce que là, il y a un deuil à faire. Non, d'accord? C'est-à-dire trouver quelqu'un d'autre avec qui parler. Trouver quelqu'un d'autre avec qui parler. Alors ce ne sera pas mon père. Il ne me dira pas les mêmes choses que mon père. Mais il pourra avoir de l'importance aussi pour moi. Non? Ne pas être triste, c'est être sans imagination. Est-ce que la tristesse a un effet négatif sur le raisonnement? Ah bah, elle va colorer notre raisonnement, effectivement. Non, elle va mettre de la couleur. Nous savons que tout ce que nous pensons dépend un petit peu, non? Ou quand on se laisse guider par nos affects, en fait, notre vie ou notre manière d'être en relation avec les autres va dépendre de nos affects. C'est pour ça qu'il ne convient pas de se laisser guider par les affects. Comment guérir de la tristesse? Alors la tristesse, ce n'est pas une maladie, on a dit. Donc il n'est pas question de guérir ou ne pas guérir de la tristesse. La tristesse n'est pas une maladie. Non? Donc on parlait des gens qui sont un petit peu pessimistes. Non? Il y a des gens qui sont pessimistes et qui ont comme une certaine tristesse, on va dire, une tristesse qui s'installe, non? Et qui ressemble plus donc à la mélancolie. Donc c'est-à-dire que, on va dire qu'en fait, chez nous les êtres humains, c'est face à la perte. Et donc je disais, il y a les pertes de tout type, non? Des éléments des plus subtils, des plus petits, aux éléments les plus importants.
et qu'en plus notre tristesse n'est pas en relation avec l'amour que l'on pensait qu'on avait pour l'autre. C'est pas parce que Nadia, oui, accepter notre tristesse pour la laisser partir. Mais après, peut-être qu'elle a une certaine utilité. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne laissent pas partir leur tristesse parce qu'ils l'utilisent pour quelque chose, ils veulent en faire quelque chose. Non, il faut voir à quoi ça nous sert, notre tristesse. Non, on peut se poser la question. Parce qu'en fait, on va dire que face à la perte, donc à toutes ces pertes qui ont lieu en nous pendant toute notre vie, et bien que face à cette perte, il faut toujours prendre une décision. Qu'est-ce que je fais face à la perte? Le deuil, une métamorphose quantique. Non, le deuil, c'est un mécanisme, on va dire un mécanisme psychique dans le sens où il y a une nouvelle organisation psychique à réaliser. L'émotion est passagère, de couleur comme un bateau qui navigue au-dessus, arc-en-ciel, quand la tristesse est une émotion, laissez passer, fait longtemps. Alors, donc, c'est-à-dire que on doit pouvoir, c'est une maladie avec moi, donc ce n'est pas la tristesse. Non, ce n'est plus de la tristesse, on va dire, puisque, en tout cas, quand on parle en psychanalyse, on ne parle pas de tristesse quand c'est quelque chose donc, qui s'installe. Comment peut-on se dépêtrer de la tristesse et être optimiste? Être optimiste. Ben, il y a beaucoup de choses à faire, hein, parce qu'en fait, la tristesse non, et le pessimisme, en général, c'est associé non, avec la position du sujet. Bonsoir Sonia, non? C'est associé avec la position du sujet. Essayez toujours de chercher un refuge sentimental positif pour pouvoir s'évader du couvre de la tristesse. Donc ça, c'est penser que c'est avec les éléments de l'extérieur que je vais transformer ma vie. Non, je vais transformer ma vie en pensant ma vie de façon différente. Parce qu'en fait, c'est je vis ma vie selon les idées que j'ai sur comment doit être une vie. Il y a des gens qui pensent qu'être pessimiste, c'est normal. Qu'il n'y a pas d'autre possibilité de voir la vie avec d'autres couleurs qu'avec les couleurs du pessimisme, par exemple. Donc pour changer, il faut déjà que le sujet, il faut qu'il ait envie de changer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. Et ça, c'est important aussi à considérer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Alors qu'il faudrait pouvoir... Non, parce qu'en fait, changer, nous allons changer. Alors, ou on change avec la psychanalyse, qui nous permet de grandir, d'agrandir nos manières de penser, on va dire, où nous allons vieillir. C'est-à-dire que nous allons maintenir nos mêmes idées, mais vieillies. Des idées, les mêmes idées que quand nous avions 30 ans, 40 ans, mais des idées vieillies. La tristesse, je donne un exemple. Je suis triste parce que je ne peux pas m'exprimer comme tout le monde. Oui, la tristesse, elle peut être, pour certains cas... Donc, vous voyez, chacun parle de la tristesse d'une façon différente. C'est quelque chose, donc, pour chacun, non, un monde particulier. Un monde particulier à la tristesse. Mais nous voyons que, encore aujourd'hui, nous nous sommes intéressés pour rester dans ce direct, dans ce live, dans ce direct sur Facebook, 1 heure, tous ensemble, une centaine de personnes. Donc, je suis très contente de votre enthousiasme et l'incapacité à décider, à se transformer est due à quel élément psychique? Sonia, il faudrait étudier la situation parce que ce n'est pas l'incapacité qui vient me dire, non, l'incapacité de décider qui vient me dire ce qui me passe dans ma psychique, sinon c'est ce que Sonia va dire pour découvrir ce qui lui arrive et pourquoi il y a cette difficulté. Il faut parler. Bon. Je vous invite donc mardi prochain à la même heure pour un nouveau sujet au même endroit. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Ok, merci Sonia. Sur vos réseaux, que vous pouvez la partager sur vos réseaux parce que ce sont des informations qui peuvent servir à d'autres personnes qu'à nous. Et d'un côté, il y a ça et une autre chose. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le voir, qu'il y a ce cours très intéressant du dimanche à 17 h que vous pouvez voir en direct ou en replay à un autre moment sur la deuxième topique de Sigmund Freud, qui est un texte très intéressant où on va voir d'une façon tout à fait précise ce qu'on appelle la compulsion à la répétition et ce qu'on appelle aussi la pulsion de mort. Donc 2 éléments qui font partie de notre appareil psychique et qui sont des éléments très importants et qui vont rendre, on va dire, complexe cet appareil. Nano, Serge, Louis, Annick, bonsoir.
Merci Céline, Nadia, bonsoir, La Seine, et Stéphanie, Hakim, bonsoir. Donc merci à vous. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci Jean-Loup. Rabat, bonsoir. Le cours sera sur Facebook. Non, le cours se fait autre part. Vous avez sur la page de Facebook le lien pour vous inscrire au cours. Et donc on continue à mardi prochain, exactement. D'accord, merci. Allez, bonne soirée à tous, bonne continuation et à mardi prochain. Au revoir, ciao ciao, au revoir. Au revoir Claudette, ciao.